vous vous êtes mis à rédiger directement et exclusivement en français à partir de Furioso en 2008, qui était aux éditions Musica Falsa, qui a été suivi par Repas des Morts en 2011, Face aux Styx en 2016 chez Rivage, et l'an dernier, ce livre magnifique, L'Agneau des Neiges, à la rentrée 2021, donc aux éditions Rivage, où on suit le destin d'une petite fille au pied beau, qui s'appelle Maria, et on la suit depuis la Révolution russe en 1917 jusqu'au siège de Leningrad à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc vous écrivez directement en français, mais si votre traductrice Julie Bouvard est là aujourd'hui, c'est pour une très bonne raison. Julie, vous avez traduit le tout premier roman de Dimitri Bortnikov, Le syndrome de Fritz, qui lui a valu à lui le Booker Prize russe. À vous. Le Booker Prize et le prix du best-seller national russe en 2002. Et à vous, Julie, cette fois-ci, le prix russophonique qui récompense la meilleure traduction depuis le russe quelques années plus tard, en 2011. Et puis, vous n'avez plus rien traduit pendant une dizaine d'années, puisque Dimitri est entre-temps devenu un écrivain français, sauf que tout récemment, vous avez repris du service, vous avez en quelque sorte bouclé la boucle, en décidant de traduire le troisième et dernier roman russe de Dimitri Bortnikov, un roman qui date de 2005, sur lequel il n'avait plus nécessairement envie, lui, que l'on se penche, mais qu'il vous a autorisé à traduire, à condition que vous détricotiez tout, que vous retricotiez tout, donc que vous réécriviez en quelque sorte. Et ça a donné Purgatoire, qui est là, pardon, je le cherchais, mais il est ici, parce qu'on a prévu quelques lectures, si on a le temps, j'espère. Voilà, donc ce livre qui est paru aux éditions Noir sur Blanc en début d'année 2022, en janvier. Donc, voilà comment la traductrice s'est un peu muée en auteur et comment l'auteur est un peu devenu sa propre traductrice. Voilà pourquoi je parlais d'un cas de figure un peu inédit. On va reparler de tout ça évidemment, mais je voudrais qu'on revienne d'abord pour ouvrir cette discussion au tout premier roman, au commencement, donc au syndrome de Fritz, ce livre qui est le tout premier premier roman que vous avez écrit, Dimitri, mais qui est un livre, je suppose, comme on n'en rencontre pas tous les jours, et comme beaucoup des romans qui vont suivre, est un livre à la fois plein de violence, plein de jurons, avec des cauchemars, beaucoup de folie aussi, et puis qui est un livre très intime en même temps. Julie Bouvard, est-ce que vous vous rappelez de votre première découverte de ce livre, et quel souvenir est-ce que vous gardez de ce premier corps à corps avec la langue de Dimitri Bortnikov ? Oui, il marche, hein, le microphone, oui. Oui, bien sûr, je me souviens très très bien de ma première rencontre avec Fritz, qui coïncidait avec ma première rencontre avec Dimitri, d'ailleurs. J'avais 20 ans. Et je me souviens très bien que quand j'ai lu Le syndrome de Fritz, donc en russe évidemment, je me suis dit, tiens, c'est fou. C'est exactement la vision de la Russie que j'ai en moi, parce que mon nom ne l'indique pas, mais je suis née à Moscou, d'une mère russe, d'un père français, et ma mère et le père de Dimitri, non seulement venaient de la même ville, mais ils ont fait leurs études ensemble à l'université. Donc, voilà. Et donc, pour moi, le syndrome de Fritz, c'était avant tout, ça a été un auteur qui me parlait à moi directement d'une terre que je connaissais de mon enfance, d'une atmosphère et d'une folie aussi, de cette folie un peu particulière qui est... le syndrome de Fritz, c'est à la fois un chaos et une harmonie. C'est quelque chose de, à mon sens, extrêmement russe, qu'on a par exemple dans les films de Tarkovsky, où il y a merveilleusement ça qui est rendu donc visuellement, la grande violence de l'histoire, la grande violence des hommes, la grande violence de la nature aussi, et en même temps de tout cela surgit une étrange harmonie, bien perceptible et extrêmement difficile à mettre en mots, et que je trouve que Dimitri parvient brillamment justement à mettre en mots. Donc pour moi, c'était quand j'ai lu Le syndrome de Fritz, je me suis dit, voilà ce que j'aimerais qu'un lecteur français ait comme vision de la Russie aussi. Voilà. Oui, c'est très juste, vous en parlez très bien, mais j'imagine qu'à traduire, c'est un peu un défi aussi. Qu'est-ce qui était le plus
le plus difficile justement dans cette première traduction? Est-ce que c'était de rendre cette langue un peu rugueuse, assez orale aussi, ou est-ce que c'était, je sais pas, de trouver suffisamment d'équivalents à tous ces jurons, à toutes ces insultes qui traversent le texte? Est-ce que c'est de rendre les ruptures de ton? Comme je suppose, il y a pas mal de mes consoeurs et confrères dans la salle et ils seront d'accord avec moi. Ce qui est très particulier dans la traduction littéraire, c'est que pour rendre au mieux un texte original, il faut souvent, dans le texte de la traduction, faire un grand détour. Voilà, ce ne sont évidemment pas de la traduction littérale. Et parfois, pour faire un grand détour, ça demande à la fois beaucoup de rigueur, c'est-à-dire de ne pas trop s'échapper, et en même temps, ça demande une certaine audace. Voilà, donc une humilité et une certaine audace. Et cette difficulté, pour moi, a été résolue extrêmement vite grâce à Dimitri, que j'ai appelé une première fois. Donc depuis, quand je me suis mise à traduire le syndrome de Fritz, nous nous connaissions déjà depuis quelques années. Il y a eu quelques temps entre ma première lecture et la traduction. Et donc, je l'ai appelé pour, je crois, lui soumettre un petit passage où je m'étais quelque peu écartée, mais pour revenir au mieux à l'original, pour le transmettre au mieux. Et c'est là que Dimitri m'a dit ce qu'il me répétera là, il y a quelque temps. Il me dit, écoute Julie, tu m'as téléphoné pour cette question-là, cette fois-là, et tu ne me retéléphoneras plus pour cette question. Parce que la réponse est très simple. Mon texte russe, c'est le squelette de ce livre qui va sortir. Et ta traduction, ça va être la chair française que tu vas mettre sur ce squelette russe. Et pour ça, je te laisse carte blanche. Et ensuite, il n'y avait plus de difficultés. Il y a eu simplement une grande transe. Parce qu'effectivement, pour traduire le syndrome de Fritz, il a fallu que je fasse corps avec le syndrome de Fritz et partir complètement de ce texte. Et le reste est venu tout seul, si j'ose dire. C'est intéressant que vous parliez de trans parce qu'on va en reparler aussi avec Dimitri. Dimitri, en 2008, sort Furioso, donc votre premier livre écrit directement en français. Et ce livre, il va marquer un grand virage puisque par la suite, vous n'écrirez plus du tout en russe. La première fois qu'on s'est parlé au téléphone, vous m'avez dit que même la liste de courses, vous ne l'écrivez plus en russe. Concombre, tomate, tout en français. Ça n'a pas le même goût. Non. Огурец и помидор. Qu'est-ce qui vous pousse à ce moment-là, à partir de ce livre-ci, à écrire directement en français? Et pourquoi une rupture aussi radicale avec votre langue maternelle? Moi, je ne crois pas que ce soit radical. Vous savez, c'est comme une maladie. Quelqu'un est malade, mais il marche, il travaille, et puis hop, il meurt, on fait l'autopsie et on voit qu'il avait le cancer. Donc tout le monde dit, il était gentil, il était très bien encore hier avec sa baguette et le galopait, et aujourd'hui il n'est plus. Donc on peut dire que c'est une rupture. Mais en fait, non. Depuis quelques années passées en France, je me suis dit, mais c'est pas la peine d'écrire en français. J'ai commencé à écrire mes romans en français à partir de mes listes de courses. Je commençais à apprendre les mots, à écrire les listes de courses, de plus en plus compliquées, de plus en plus poétiques, avec des points de suspension, et ça formait quelques poèmes. Et je me suis dit, mais alors, il faut se mettre à écrire en français. Et petit à petit, je commençais à écrire en français, parce que finalement, tout ce que j'ai écrit en russe, j'ai transvasé en français. C'est presque la même chose, mais sauf ce n'est pas la traduction. C'est écrit directement. En fait, la différence, c'est comme entrer un restaurant où on vous donne à lire, au lieu de vous donner à manger, on vous donne à lire le menu. Après avoir lu le menu, vous sortez et vous dites, on a bien mangé. Et puis... il y a des restaurants où il n'y a pas de menu. On vous apporte ce qu'ils ont. Voilà. Je me suis dit, c'est pas la peine d'écrire les menus. Je vais faire directement un plat. Et je pense que pour un écrivain, c'est comme pour un bon cuisinier, ce n'est pas
ce n'est pas la question de bien nourrir, c'est de donner faim. Oui, ce n'est pas une traduction, vous écrivez bien sûr directement en français, mais c'est singulier que vous parliez que vous fassiez la comparaison en tout cas avec quelqu'un qui est malade, dont on ferait l'autopsie après. Est-ce que ça voudrait dire que votre Russe était malade ou que... Non, je crois pas. Simplement, moi, je compte sur la postérité. Après ma mort, quand on me découvrira, et on dira, oh, quel génie. Mais c'était tellement brusque. Il est devenu génie tellement brusquement, du jour au lendemain. Mon Russe n'était pas malade. C'est plutôt ma tête qui était malade. Et vu que la langue est dans la tête, donc il fallait quand même où est mon corps, où est ma vie. Donc je vivais en France et il fallait écrire en français, sinon pour moi ça rimerait à vivre en Groenland et écrire en Swahili. Peut-être maintenant on peut, mais pas pour moi. Mais quand on s'était parlé la première fois, vous aviez eu ces mots très forts, vous m'avez dit il faut en passer par un suicide dans sa langue maternelle pour renaître dans une autre. Oui, pour dire poétique, pour dire de façon plus poétique, parce qu'il ne faut pas que je sois tellement trivial, mais pour vous dire de façon plus poétique qu'un écrivain qui change la langue d'écriture, il doit faire une sorte de renaissance avant la mort. Ça vous permet de renaître et vivre une autre vie, parce qu'une autre langue, c'est une autre vie. Si vous parlez deux langues, vous pouvez vivre deux vies. Dans une langue, vous pouvez être malade, mais en bonne santé dans une autre. On vous souhaite une bonne santé en français. Merci, de deux côtés. Alors, au début des années 2010, on va revenir à cette histoire de trans, parce que je vous ai appâté un peu avec cette histoire, mais il faut que je vous explique pourquoi. En 2010, vous vous êtes lancé, Dimitri, vous aussi, un défi de traduction, puisque vous avez transposé des lettres d'Ivan le Terrible. Ivan le Terrible, donc ce premier tsar de Russie au XVIe siècle. Et vous les avez traduites du slavon, qui est cette vieille langue liturgique orthodoxe, vers le français. Et ça a donné un livre qui s'appelle « Je suis la paix en guerre », qui est sorti aux éditions Alia en 2012. Ça vous a demandé 3 mois de travail intense, et vous racontez dans Face aux Styx, donc un autre de vos romans, que vous étiez comme dans une transe à ce moment-là, au moment de cette traduction. Alors déjà, d'où vous venait la connaissance et le goût de cette langue, du slavon ? Et en quoi est-ce que cette traduction d'Ivan le Ouf, puisque c'est comme ça que vous appelez Ivan le Terrible, en quoi cette traduction, est-ce qu'elle a changé votre rapport à la langue, aux langues ? J'ai appris à lire, pas comme beaucoup d'enfants russes apprennent à lire à l'école le russe moderne. J'ai appris, ma première lecture, c'était la Bible, et la Bible en slavon. Parce que mon arrière-grand-mère était une pleureuse professionnelle. Et je venais... Dès qu'il y avait un Maccabée dans le village, elle m'a trimballé avec ses copines. Ils m'ont trimballé chez le Maccabée, dans la maison, où il était allongé sur une porte sortie de Gonds. Il y avait 4 ou 5 vieilles qui chantaient. Et parmi elles, il y avait une dame qui lisait à voix haute les psaumes. Elle savait mal lire. Et elle lisait avec un doigt et avec sa bouche. Et moi, en observant ce qu'il lisait avec son doigt et sa bouche, j'ai appris à lire. Et après, j'ai lisé la Bible en slavon, ça veut dire la langue d'église qui date de entre 15e et jusqu'à maintenant, c'est la langue d'église. Toutes les liturgies passent en slavon aussi. Et j'ai tellement intégré cette connaissance du slavon qu'après j'ai fait des études, je lisais toujours en slavon, et je me suis dit, ce serait bien de traduire les lettres d'un écrivain formidable, complètement fou, un tsar fou, mais un écrivain formidable, qui avait beaucoup de chaleur, beaucoup de trance. C'est un spécialiste des insultes. Par exemple, les insultes, quand elle envoie une lettre à son ancien ami Prince Kurbsky, il le traite de
de nombre d'oiseaux, on ne peut pas imaginer. Il le dit, tu n'es qu'un cornemuse à paix. Psalterion aro. Il fallait chercher quand même. C'est un écrivain extrêmement fort. Et je me suis dit, je vais traduire, mais le projet était complètement fou parce que traduire à partir d'une langue morte vers une langue apprise, il fallait être un peu quand même, oui, un peu fou. Oui, Yvan le Terrible, il est resté dans nos imaginaires à tous, comme ce tsar sanguinaire qui a assassiné plusieurs de ses femmes, son fils qui a perpétré des massacres absolument abominables, notamment les 30 000 morts de Novgorod la Blanche, donc cette très belle ville. Mais ce que vous montrez aussi par cette traduction, c'est qu'il était aussi, par ailleurs, ça arrive, un écrivain très inventif et un vrai savant, quelqu'un qui... Tout à fait. Et j'avais apporté cette citation qu'on trouve dans Face aux Styx, je crois, j'ai pas noté la référence, mais je suppose, puisque c'est dans ce livre que vous parlez beaucoup de cette expérience de la traduction, de cette transe de la traduction d'Yvan le Terrible. Vous écrivez « J'ai pris mon pied n'empêche avec le tsar, avec sa liturgie de Michel-Archange, et à la fin, je suis devenu aussi fou que le tsar. Il était à ma gauche, le tsar, et il dictait, et moi, je gribouillais. » Comme si ça passait directement par votre corps, par votre main, cette langue à nœud coulant, comme vous l'appelez aussi. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant un petit peu de Purgatoire, donc ce troisième roman que vous avez traduit, Julie Bouvard, troisième et dernier roman russe de Dimitri. Donc, vous avez compris que ça n'était pas une traduction banale. Dans l'avertissement que vous avez écrit, Julie, au début du livre, vous expliquez un petit peu le contexte de cette traduction. Vous expliquez donc que Dimitri vous a donné carte blanche pour le traduire. C'est-à-dire que ça va jusqu'à écumer, filtrer le livre, couper des passages, les déplacer par moments. Donc un vrai travail de réécriture presque, ce qui est une marque de confiance extrêmement rare. Comment est-ce que se sont passés les échanges entre vous, s'il y en a eu ? Nous avons eu à ce sujet un grand échange. Énorme échange. Voilà, qui a duré une bonne soirée, mais qui a été une soirée. Le fait est que, effectivement, Purgatoire en russe est sorti en 2005, donc c'était il y a quand même quelques années. Et c'est vrai que cette chronologie est importante parce qu'il se trouve qu'en 2005, moi, j'étais accaparée par le syndrome de Fritz. Je voulais vraiment traduire le syndrome de Fritz et faire en sorte que ce texte trouve éditeur en France. Et Dimitri, lui, voulait que je traduise ce qui ne s'appelait pas à l'époque Purgatoire, mais La Belle Endormie, Spящая красавица. Et donc, moi, j'avais lu Spящая красавица, donc La Belle Endormie, comme ça s'appelait à l'époque, à ce moment-là. Et là encore, il y avait des passages d'une fulgurance telle, une fulgurance absolument non seulement inoubliable, pour moi comme lectrice, mais nécessaire à traduire pour moi comme traductrice. Voilà, je me souviens là encore de cette première lecture et de ces moments de fulgurance vraiment, notamment sur la mort, la folie, on reviendra peut-être au cours de cet entretien très certainement là-dessus, mais ce regard de l'enfant, Dimitri, c'est l'écrivain de l'observateur qu'est l'enfant. Moi, je trouve qu'il est exceptionnel là-dedans, saisir ce regard de l'enfant, mais qui est un regard profond, qui est un regard extrêmement intelligent, extrêmement perspicace, et d'une intelligence et d'une perspicacité et d'une profondeur qui n'appartient qu'à l'enfant. Et je trouve, parmi d'autres choses, mais cette chose-là, Dimitri la transmet à son lecteur de manière si forte qu'il finit par réveiller dans son lecteur adulte ce regard, cette intelligence, cette perspicacité qu'il avait enfant. Voilà. Russe, pas russe, français, pas français, yakoute, sud-africain, qui vous voulez. Il y a cette universalité de notre regard d'enfant sur les choses et de notre liberté d'enfant dans ce regard que, quelque part, Dimitri ressuscite dans ses œuvres. Donc voilà. Et
La Belle endormie, pour moi, c'est ça. C'est en fait l'écriture de cela. Sauf que j'étais accaparée par le syndrome de Fritz et je lui dis, écoute, laisse-moi un peu de temps. Il est passé presque 7 ans, 8 ans. Le temps, un peu de temps, c'est un peu de temps. C'est effectivement. Et quand je suis revenue vers Dimitri en disant, alors on y va, on s'attaque à La Belle endormie, Dimitri dit, oh là 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 là, non, laisse-moi un peu de temps. Laisse-moi un peu de temps. Et moi, j'ai dit, non, je ne te laisserai pas du temps. Mais je comprenais le problème de Dimitri. Écrivait déjà depuis plusieurs années en français. Il se pensait comme écrivain français. C'était peu de temps après cette grande sortie qui est Face aux Styx. Et donc, il était un peu perturbé à l'idée que son lecteur, parce que Dimitri avait son lecteur déjà, soit confronté non plus à Dimitri, mais à Dimitri, n'est-ce pas? À cet écrivain russe qu'il n'était plus. Et par ailleurs, on peut dire que quand même, La Belle endormie, avec toutes ses merveilleuses qualités, restait un petit peu un roman de jeunesse. C'est-à-dire, il y avait des passages, Dimitri ne voulait pas, il a dit, comme il m'a dit, il y a virus, j'ai grandi, je suis devenu trop grand. Comme on devient trop grand pour son pantalon, vous savez. Je suis devenue trop grand pour La Belle endormie, il y a des passages, ça va pas. J'ai dit, oui, mais il y en a d'autres, tu peux pas les renier. Et il y en a d'autres, ces passages que tu ne peux pas renier dans La Belle endormie, tu n'as pu les écrire qu'en russe. Même dans Face aux Styx, il ne s'y retrouve pas. Même dans Repas funèbre, il ne se retrouve pas. Repas de mort, pardon, il ne se retrouve pas. C'est-à-dire ça, c'est des passages qui n'appartiennent qu'à ce russe-là, à toi. Je crois que j'ai été suffisamment convaincante. La condition, c'était, il dit, ah oui, tu l'aimes tellement, cette Belle endormie, eh bien, tu vas tout détricoter et tu vas tout retricoter. Ce que je transmets dans l'avertissement, voilà. J'ai dit d'accord. Et on est parti là-dessus avec, je tiens à le souligner, la totale bénédiction, c'est-à-dire l'absolue confiance, l'immense générosité de notre éditrice. Vera Michalski, donc de Noir sur Blanc, et surtout Fanny Mossière, l'éditrice qui s'occupait directement, qui s'est occupée du syndrome de Fritz et qui s'est occupée de La Belle endormie, dont Dimitri et moi ne voulions plus. Parce que Spieshia Krasavets, c'était trop joli, c'était trop La Belle endormie. Enfin, en russe, ça passe, mais en français, ça passait pas du tout, d'où ce détour. Donc, nous avons convenu d'un titre totalement autre. Et juste pour mais qui colle mieux, véritablement, qui exprime mieux. Et surtout, je pense juste, et je lâche le micro, je pense aussi que pour un écrivain, c'est aussi une chance quand 10 ans plus tard, vous avez l'occasion de reprendre une œuvre qui a déjà été publiée et vous avez l'occasion de la reprendre et de la repenser. Parce que quelque part, c'est ce qui s'est passé. Hein. Bien sûr, j'ai soumis à Dimitri ce que je pensais peut-être déplacé, ce que je pensais ôté, ce que je pensais... Vous voyez, évidemment, nous avons... Et je pense que c'est assez rare d'avoir finalement une même œuvre, mais dans 2 éditions, au sens large, véritablement différentes. Je vous remercie pour ces mots très justes et d'avoir parlé de l'enfance, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui frappe tout de suite quand on lit l'œuvre de Dmitri et de Dimitri. Voilà, c'est cette justesse avec laquelle il parle de l'enfance et qui réveille beaucoup de choses en nous tous, je crois. Aussi bien dans Purgatoire, qui est donc ce livre qui a été écrit en russe il y a maintenant plus de 15 ans, que dans L'Agneau des Neiges, dont je parlais tout à l'heure, qui lui est sorti l'année dernière en français, cette fois-ci en 2021. On retrouve cette langue, en effet, très enfantine, qui est pleine d'inventivité, qui est pleine de néologismes, qui est pleine d'onomatopées, avec des mots redoublés, des noirs, avec des métaphores aussi souvent qui sont assez inattendues. J'en avais apporté quelques-unes. Vous parlez parfois de la queue en bretzel des chiens, de la neige qui est comme la poitrine d'un faucon pèlerin, de l'âme de certains personnages qui se dressent sur la pointe des pieds. Il y a comme ça des images très très fortes qui marquent. Est-ce que vous vous sentez, vous, proche de l'enfance dans votre rapport à la langue, Dimitri ? Je ne sais pas. Vraiment, je ne peux pas répondre directement oui ou non. Mais je pense que, à mon âge,
on commence à retrouver ce qu'on avait toujours eu et on l'avait perdu, mais sans véritablement avoir eu. Je vais vous donner un exemple. Un exemple. Parmi nous, il y a tout le monde à l'odorat, de l'odorat, tout le monde, même les Covidés, on retrouve après. Et il y a certaines situations où l'odeur nous évoque quelque chose, comme une sorte de, évoque une sorte de presque tristesse, qui véritablement est une perte de quelque chose qu'on n'a jamais eu. Notre jeunesse, on est tellement loin d'elle et on a l'impression qu'on a perdu. Est-ce qu'on l'a eu vraiment, notre jeunesse? Il suffit de regarder les photos, oui, mais est-ce que c'est nous ou pas? Par exemple, quand vous montrez la photo d'un enfant à cet enfant, il dit oui, on lui dit c'est toi. Il dit d'accord. Après, vous montrez les photos de sa mère avec son papa marié. Et l'enfant dit il moi. Et un des deux parents dit tu sais, tu n'étais pas là encore. Mais c'est très difficile pour un enfant de comprendre où il était. Tu n'étais pas né. Mais il a l'impression d'être toujours là, l'enfant. Et donc ce côté pur et en même temps pas naïf, parce que la pureté sans la naïveté, ça vous montre la route vers l'éternité. Mais la naïveté sans la pureté, c'est de la folie. Donc, moi, je crois que ma langue, il est né peut-être avant moi. Et j'espère qu'il ne va pas mourir après moi. Enfin, qu'il va mourir plus tard. Mais véritablement, on ne peut pas, sur certaines choses, on ne peut pas répondre. On peut tourner autour, s'approcher, s'éloigner, s'approcher, s'éloigner. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui ausculte un malade. Il est malade, est muet, il ne peut pas répondre. Mais il faut sentir certaines choses. Voilà. Vous dites tourner autour, mais l'enfant, c'est justement celui qui ne tourne pas autour des choses, qui s'en empare. On n'est plus enfant, c'est fini. Mais on se souvient de nous, de certaines réactions, d'une certaine fraîcheur qui nous permet de saisir les choses de façon directe. Et pas tourner autour, c'est les adultes qui tournent autour. L'adulte pense avant, tandis que l'enfant, il saisit la vie tout de suite. Est-ce que vous avez l'impression que ça vous est plus facile de saisir les choses directement en français que de les saisir en russe? Je veux dire par là, je vous ai déjà entendu dire qu'au commencement, pour vous, ça n'est pas le verbe. Au commencement, c'est d'abord la vision. Est-ce que c'est plus facile pour vous de passer de cette vision directement à la notation de cette vision en français plutôt qu'en russe, où le russe peut-être qui est maternel s'interposerait, la langue s'interposerait en fait entre ce que vous avez vu et la façon de le le français noter. pour moi est devenu la langue paternelle et pas maternelle. Évidemment, ma langue maternelle est dans la tombe avec ma mère. Le français me permet d'être plus caché, avoir une sorte de masque. Et quand vous avez un masque, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, tout ce que à visage découvert, vous ne pourriez pas faire. Donc ça me permet d'être plus libre, en quelque sorte. Et à un moment donné, je ne sens plus le masque sur mon visage. Le masque devient un visage. Je vous propose qu'on entende je vous avais promis des lectures, qu'on entende peut-être un extrait de Purgatoire, donc ce troisième et dernier livre russe de Dimitri, qui a été traduit par Julie Bouvard, et c'est un passage où il est question justement
d'enfance, entre autres. Simplement pour resituer, ça se passe, le narrateur est enfant et c'est en classe avec le professeur d'anglais. Oui, pour préciser aussi un peu plus, c'est donc le début de l'adolescence et de ses émois pour la classe du narrateur, et le narrateur oui, également. Et le professeur en question est une très belle femme qu'ils appellent l'anglaise. Et elle a cette particularité, c'est que quand elle s'adresse en russe à la classe, elle ne fait aucun effet sur les éléments mâles de la classe. Mais il lui suffit de dire 3 mots en anglais pour que ces éléments mâles entrent en ébullition, comme si ces mots en langue étrangère, justement, avaient don de réveiller un désir bestial et enivrant et irrésistible. Voilà, c'est la particularité de ce professeur d'anglais. Donc. Un mois d'octobre resplendissant. Elle, en robe de fine laine délicate, assise les jambes croisées. Nos binettes sont rouges vifs. On gratte le papier en reniflant, on dégouline de partout. Les filles, elles, ne reniflent pas. Il y en a déjà 2 qui portent des bas. Les filles, elles savent déjà tout de la vie et de l'amour. Elles ont toutes rendu leur copie, de vraies petites écolières modèles. Elles n'ont que profond mépris pour notre reine. Elle la méprise pour ses jambes croisées, pour son fond de teint, ses lèvres pleines, sa poitrine tout aussi pleine, pour les boutons qu'elle fait péter à nos braguettes, et puis pour ses yeux, oui, surtout. Ses yeux bordés de cils noirs, totalement inexpressifs. Rien ne s'y reflète, pas une pensée, pas un souvenir. On ne sait pas qui est sa mère, ni qui est son mari, ni à quoi ressemblent ses gosses. Sur sa chaise, on la croirait juchée sur un nuage. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle habite dans une maison à 1 étage et qu'elle a une salle de bain. Baignoire, maison à étage, hall d'entrée avec lumière, canapé, eau chaude et à volonté. Il n'y a qu'à tourner la poignée avec le petit bouton rouge. L'hiver, pas besoin de détacher à coups de pelle la merde congelée dans la cuvette. Pas besoin de souffler sur ses doigts frigorifiés. Putain, une télé, des fauteuils, un magnétophone. C'était un autre monde, un monde complètement différent. Du moins, c'est ce qu'on pensait. On pensait, là-bas, dans cet autre monde, tout est différent. Tout le monde est gentil avec tout le monde, les chiottes sentent la rose et personne, mais alors personne ne s'amuse à péter sur une allumette pour voir ce que ça fait. Se retrouver là-bas, le rêve, dans ce monde fascinant, rempli de petites lampes multicolores. On ignorait le nom de ces lucioles de paradis lointains. Quand on l'a appris, on a rigolé, des loupiottes. Surtout, pour nous, ce monde magique et mystérieux était lié au sexe, au tabou, à la pénombre tapie sous les petites lanternes magiques, à une musique douce et une respiration haletante venant du canapé. Une île enchantée. Voilà ce que c'était que ce monde, pour nous autres. Ici, on avait quoi? La misère? La pauvreté? Des clous. La misère et la pauvreté, on ne les connaissait même pas de loin. Nous barboutions dans une terre grasse, un champ infini de boue et de possibilités. Le vide total, oui. Dans notre ciel, les corneilles volaient sur le dos afin de ne pas choper notre spleen. Un bon spleen des steppes, fortifié à la tourbe et au rêve. Le parler du pays, c'était tout un trésor. Nanou, maminette, chèvre à chichi, claquer les loupes, battre la semelle à la désemelée. On apprenait 1000 langues, 1000 dialectes. On savait ce que signifiait faire des yeux de cochon emperlé ou de jarre au soleil couchant. Nous poussions à l'intérieur d'un dictionnaire sans auteur ni couverture, aux pages plus parlantes que de vieux tarots. Et nos superstitions. Ne fais pas tourner ta chapka au bout du doigt, t'auras mal aux cheveux. Et nous autres, hein? Nous autres alors, on n'était pas en reste, nous autres. Un Gus sortait de chez lui en mâchouillant un morceau de pain et chantonnait « 1, 2, 3, je partage pas avec toi », sauf qu'à malin, malin et demi. En réponse, un loustic lui rétorquait « 4, ça, 6, t'en chieras des saucisses ». C'est-il pas joli? Et ce n'est qu'un tout petit exemple. J'ai juste soulevé le coin du tapis sous lequel fourmillaient les 1001 facéties de notre verbe. Merci beaucoup, Julie Bouvard, pour cette très belle lecture. Voilà, l'enfance, la langue, c'est un extrait où il dit beaucoup de choses, je crois. Au moment où vous entreprenez cette traduction, Julie Bouvard, de Purgatoire,
Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a plusieurs livres de Dimitri qui sont déjà parus en français, et notamment Face au Styx, qui est cet énorme pavé de 650 pages qui est écrit dans une langue hallucinée, très inventive, merveilleuse, un roman fleuve qui est totalement électrisant, qui vous a demandé 7 ans de travail, Dimitri, et dont les thématiques en plus résonnent avec force, je crois, avec celle de Purgatoire, enfin anciennement La Belle Endormie. Est-ce que la découverte de ces textes français a influencé votre manière de traduire ce texte-ci? Ou pour le dire dans d'autres termes, est-ce que vous étiez tenté de faire des dimitreries, comme Dimitri les appelle, dans votre traduction? C'est une excellente question. C'est une vraiment très très bonne question, et évidemment, elle ne peut que se poser. Et j'aimerais relater une petite anecdote. C'était il y a quelques années, mais je crois, oui, c'était avant Purgatoire. C'était après le syndrome de Fritz, et après quand même certains de tes romans qui étaient romans, on peut pas vraiment, j'ai du mal à dire roman, mais certains de tes livres en français qui sont sortis. Il y a une dame, professeure à l'université de Lausanne, qui m'écrit tout à l'heure. Elle m'écrit plein de choses sur Dimitri Bortnikov, et alors elle me fait tout de suite plein de... Mais oui, je t'assure, mais tu as des fans partout, et surtout en Suisse. Oh, ça, et elle me dit cette chose qui m'a laissé un peu, qui m'a interloquée, enfin, qui m'a fait réfléchir en fait. Elle me dit notamment comment expliquez-vous que dans votre traduction, le syndrome de Fritz par exemple, Dimitri soit beaucoup plus classique, la langue de Dimitri soit beaucoup plus classique que dans sa langue en français, que dans ses œuvres en français. Et là, je me suis dit, effectivement, je comprends ce qu'elle veut dire. Je comprends ce qu'elle veut dire parce qu'effectivement, non seulement Dimitri s'approprie le français, mais en plus, il le viole avec jouissance, il le malmène sans vergogne, il le déchiquette, il le recolle, il jongle avec, exactement. Et je pense que quelqu'un qui se met à écrire dans une langue qu'il ne parle pas, il ne peut faire que ça. C'est pour ça que c'est formidable pour le français lui-même, le français qui est si difficile, avec lequel il faut tant de manières et de ruses pour le rendre, pour le faire sortir de ces merveilleuses règles de grammaire. Attention, j'aime beaucoup la grammaire française, je la trouve fabuleuse et je trouve que c'est un scandale qu'on la connaisse plus. Donc attention, mais il faut quelqu'un de vierge. C'est-à-dire quelqu'un dont ce n'est justement pas la langue maternelle, dont ce n'est justement pas la langue de l'école, quelqu'un qui vient et qui dit « tel Ivan le terrible, je la veux, je la prends. » Et j'en fais ce que je veux. Il ne va pas en prison en plus. En plus. Par le temps qui court. Et donc, c'est ce rapport-là. Le français de Dimitri, c'est vraiment le français de Dimitri. Je crois aussi que c'est bien plus que ça. C'est aussi une langue, c'est la langue de la littérature, c'est la langue Je pense que c'est très précieux pour la littérature française qu'il y ait justement des auteurs étrangers qui écrivent en français, quoi. C'est-à-dire qu'ils viennent avec tout cet univers qui est le leur et qui montrent toutes les possibilités de cette langue merveilleuse qu'est le français, quoi. Voilà. Mais ça c'est le français de Dimitri. Son russe n'est pas comme ça. Bon, déjà parce que le russe lui-même, il y a beaucoup moins d'écart entre l'oralité et l'écrit, entre l'oral et l'écrit qu'en français, c'est beaucoup plus souple. Et ensuite, c'est ça qui est particulier, c'est que si l'univers est le même, si vous lisez le syndrome de Fritz, si vous lisez Face au Styx et si vous lisez Purgatoire, dans le fond, vous retrouvez le regard de Bortnikov, vous retrouvez cet univers. Mais c'est vrai, vous retrouvez même les images. Vous avez tout à fait raison, Camille. C'est une langue avant tout métaphorique. Je crois qu'il n'y a pas une phrase qui ne soit pas une métaphore chez Dimitri Bortnikov. Mais ce n'est pas du tout la même langue. Et quand je dis c'est pas du tout la même langue, c'est pas du tout la même syntaxe, c'est pas du tout la même... Donc, pour vous répondre à votre question en ce qui me concerne, moi, je suis traductrice du russe de Dimitri. Je n'ai pas à, entre guillemets, singer son français. Ce serait une absurdité totale. Au contraire, il faut laisser cet espace. Sinon, à quoi bon une traduction ? À quoi bon
À quoi bon c'est une chance inouïe, je trouve, même pour un lecteur, de se dire tiens, j'ai un auteur qui écrit dans une langue et qui a aussi écrit en français. Et c'est différent. Et c'est passionnant, ça aussi. Il faut laisser cet espace-là. Parce que vous l'avez. Quand vous lisez Dimitri en russe, c'est pas le même Dimitri que vous lisez en français. Bien sûr, on ne fait pas tous la même omelette en même façon. Chacun en fait à sa façon. Et parfois on dit non, ma babouchka, ma grand-mère faisait mieux. Donc Il vous est pas venu à l'idée, Dimitri, de traduire vous-même ce texte non, plus ancien? non, jamais. Jamais, je pourrais pas. C'est comme rencontrer une très jolie fille, lui faire pendant 1 heure une déclaration d'amour et après découvrir qu'elle est sourde. Il faut recommencer à l'écrit. Donc non. Pas envie de recommencer. Vous voyez, comme il écrit, il parle comme il écrit plutôt par image, sans arrêt. Est-ce que... Vous connaissez cette histoire quand il y a un Russe qui n'avait pas de chance, qui prend un avion, où dans l'avion on distribue, sur un plateau, un steward distribue les sifflets. Tout le monde prend le sifflet, mais lui il ne prend pas. Et le steward lui dit prenez le sifflet. Il dit pourquoi? Mais parce que si on tombe, c'est pour faire peur aux requins. Il dit oh vous savez j'ai pas de chance. Il dit mais comment ça il n'y a pas de chance? Mais parce que si je tombe, eh ben soit mon sifflet ne siffle pas, soit le requin est sourd. donc voilà. Est-ce que pour autant, parce qu'on a entendu Julie nous raconter tout à l'heure que vous aviez plus forcément très envie de vous pencher sur ce texte, cette belle endormie, voilà, vous l'avez un peu relégué comme une œuvre de jeunesse, vous dites vous avez grandi, vous étiez trop grand pour ce vêtement-là. Est-ce que pour autant la traduction de Julie, dont vous avez pris connaissance, j'imagine, vous a un peu réconcilié avec ce texte? Absolument. Absolument. J'avais l'impression... après avoir relu ce que j'avais écrit en russe, et tout de suite après avoir lu ce que Julie a fait, ça m'a réconcilié absolument. J'avais l'impression d'être chauve, mais complètement chauve, que Julie a réussi à ébouriffer de telle façon que j'étais tout à fait présentable. Alors, ce que je vous propose pour faire bonne mesure, c'est de vous lire aussi un extrait du texte de L'Agneau des Neiges, donc écrit directement en français. Dimitri m'a demandé à ce que je lise moi, puisqu'il a prétexté avoir mal à la gorge, mais bon. Non, je suis enrhumé. Non, je vais lire cet extrait. Alors, simplement pour vous situer, là encore, ça se passe dans la deuxième partie du texte. Je vous ai dit que c'était l'histoire de cette Maria à travers le siècle. Et là, c'est plutôt dans la deuxième partie du texte, elle est devenue la responsable d'un groupe de tout petits enfants dans un orphelinat. Et c'est un hiver où il fait très froid. Donc. Cette année-là, il y eut beaucoup d'oiseaux morts de froid. Les seuls qui résistaient, c'étaient les bouvreuils. Et les gosses les guettaient. À l'affût, vrais chatons. Et les bouvreuils, ces boules de vie à la poitrine rouge, comme si l'aube les avait embrassés un à un, se pivoinaient sur un grand sorbier. Mais les moineaux, les mésanges, les chardonnerets, les enfants les ramassaient dans la neige, s'attroupaient devant un moineau, silencieux, restaient un moment immobiles, on pouvait entendre leur cœur. Et puis grave, ils s'accroupissaient autour du petit cadavre, le regardaient tous, yeux souffle coupés, comme si la mort d'un moineau leur donnait l'infini. Et personne n'osait le toucher. Jusqu'à ce que l'un d'eux, le plus téméraire, le touche avec une branche, et puis avec ses doigts, et puis finisse par le prendre dans ses mains en faisant une maisonnette, le cache dans ses mains et le montre aux autres, oui, entr'ouvrant ses petites pattes un tout petit peu, comme si l'oiseau pouvait s'envoler. Et puis le gamin mettait l'oiseau dans la poche de sa veste et ne jouait plus. Demandait de rentrer au dortoir, et là il essayait de réchauffer le moineau. Tenait tellement à cette boule de vie immobile, tellement, si agréable à toucher, si douce. Le gosse ouvrait le bec du moineau et soufflait dedans tout doucement, et puis respirait sur lui. Et puis le cachait sous son oreiller, oui. Et le soir, avant de s'endormir, regardait l'oiseau, fermait les yeux et les rouvrait tout de suite, de peur qu'il disparaisse, le petit moineau. Mais tout s'était arrêté pour la petite âme à plumes. Tout.
Si le temps, ce fils de l'éternité, s'arrête pour un petit moineau dans la neige, mort de froid, un jour il s'arrêtera pour nous aussi? Oh que oui. Ne sommes-nous pas plus grands qu'un moineau? Et l'hiver se déchaînait cette année-là. Il aurait fallu 1000 ans pour les ramasser, tous ces petits oiseaux morts. Mais les gosses n'ont jamais peur du froid. Ils tenaient tous à gambader, ils s'agitaient comme des marins, la terre en vue, ils pépiaient, les plus petits zozotaient. La neige, s'habillant comme des ivrognes le jour de la transformation de l'eau en vin. Plus véloces que les anges lorsqu'ils s'habillent en ailes. Oh, les mioches! Ils se trompaient de veste, se perdaient dans leurs écharpes, bottes et chapkas, hurlant comme des chérubins fouettés, en courant, en tombant, à quatre pattes, à plat ventre, sur le dos du copain, en se tortillant dans les couloirs, pire que des pelotes de vermisseau au printemps. Tous voulaient être le premier à toucher la neige, se rouler dans la pureté. Voilà, donc comme ça vous avez les deux versions russes et françaises de l'enfance de cette langue incroyable. Quand on lit Dimitri Bortnikov, ce qui est frappant aussi, je trouve, c'est la gamme des émotions par lesquelles on passe. Je crois qu'on entendait déjà rien que sur ce passage-là. Voilà, on peut passer de lignes qui serrent un petit peu le cœur à quelque chose de plus joyeux, quelque chose qui s'envole tout à coup. C'est très frappant. Comment est-ce qu'on joue quand on traduit de cette partition-là, Julie Bouvard? Comment est-ce qu'on trouve le bon dosage entre cette légèreté, cette mélancolie qui est sans cesse à l'œuvre dans ces livres? Il suffit d'écouter le texte, je pense. C'est le texte qui guide. C'est comme une partition de musique. Le texte original, je pense, pour le traducteur, c'est aussi quelque part, oui, là, il y a cette musique qui n'est plus dans le vocable, mais qui est justement dans le sentiment, dans l'intention, et il faut y prêter oreille, tout simplement. En parlant d'oreille, Dimitri Bortnikov, est-ce que vous travaillez à l'oral? Est-ce que, par exemple, la musique de la langue française vous sonne différemment pour vous du russe? Est-ce que vous travaillez davantage à l'oreille en français, par exemple? Oui, je travaille à l'oreille, mais déjà, dans la façon dont vous lisez le texte, c'est quand même... moi, je suis fier de deux choses. De rendre ça. Aucun écrivain n'a jamais écrit ça. Donc moi je trouve que la réalité nous vient en courant, mais nous on peut pas l'accueillir pleinement parce qu'il y a des filtres. Sinon, si on s'ouvrait complètement au réel, on serait soit on se suiciderait, soit on s'embrasserait et on pleurait de joie. Donc parfois il faut passer par pour entrer dans la réalité. Évidemment, je travaille à l'oreille, mais je travaille jamais à voix haute. Il y a une autre oreille qui c'est le ton, c'est le cœur, c'est les sentiments, c'est quelque chose d'intérieur qu'on ne sait pas, mais qui est là. Il écoute. Il écoute. Et moindre pas à gauche, à droite, ce n'est plus dans le vrai. Donc pour rester dans le vrai, il faut toujours être, pas pour moi, à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Il en était un petit peu question dans cet extrait, mais c'est le cas dans tous vos livres. La mort, elle hante tous vos livres, aussi bien les romans russes que les romans écrits en français, depuis le tout premier jusqu'au prochain, puisque je crois, si le titre n'a pas changé, que le prochain s'appellera Le tombeau de Parsifal. Voilà. Est-ce que écrire avec entêtement sur la mort, sur ce sujet, c'est une manière de l'apprivoiser pour vous? Je ne pense pas apprivoiser, parce que comment on peut apprivoiser un mort, je ne sais pas. La mort, vraiment, c'est la bête la plus sauvage, et pourtant elle est toujours là. Simplement, cette obsession pour quelque chose qui était, et du coup, il n'est plus. J'ai assisté à plusieurs agonies, j'ai assisté à plusieurs morts. Comme je venais de le dire, j'étais petit, j'ai assisté à... Vous savez, dans le village, on sonnait la cloche et tout le monde pouvait venir pour assister à l'agonie d'une babouchka ou un didouchka, ami, ennemi,
tout le monde venait. Et donc, j'ai assisté à la disparition de quelque chose. Le corps était là, mais ce n'était plus la même personne. Et cette dépersonnalisation, pour moi, c'est quelque chose aussi important que la naissance. Parce qu'on ne se souvient pas de notre naissance. Personne dans cette salle ne peut pas me dire que je m'en souviens de ma naissance. Mais on se souvient de la mort. Et on peut la maîtriser, apprivoiser, en pensant qu'elle sera toujours là. Et on peut être conscient quand ça nous arrivera. Et on peut faire de cet acte ultime un geste vraiment humain. Pour aussi préciser, parce que je crois que c'est très important, parce que là aussi c'est un peu une particularité, j'ai envie de dire russe. C'est pas que la particularité de Dimitri, c'est des écrivains russes en général. La littérature russe, les écrivains russes parlent très concrètement de la mort. La mort a un corps, la mort a des traits, la mort a une présence physique. En France, je trouve généralement la mort est évoquée un peu de manière assez intellectuelle, c'est-à-dire c'est une sorte elle n'existe pas, enfin elle n'existe que dans les conséquences, dans ce qu'elle laisse, mais elle-même, elle n'est pas incarnée. En Russie, dans la littérature, pas que en littérature, dans les esprits, dans le peuple, elle est incarnée. Et j'aimerais juste lire, si possible, un petit passage, parce que là, tout est dit, de cette incarnation de la mort. Elle en a des façons de se présenter, la dame à la faux, de venir sur ces champs foisonnants, riches d'épis mûrs. Et l'océan de blé frissonne à son approche. L'océan de nos âmes voit s'incliner devant elle ses têtes mûres. La moisson n'attend pas. Nous brûlons d'impatience et de maturité. Enfin siffle la faux et tombe l'épi. Merde, qu'est-ce que je raconte? Je délire, non? Oui, sûrement. C'est que j'ai touché le point sensible, là où ça fait mal. Ce point-là, oui, exactement. La mort se présente à nous travestie en gamin va-nu-pied ou encore en oiseau, farouche oiseau d'automne tournoyant silencieusement au-dessus des pommiers. Elle nous guette, jeune inconnue à sa fenêtre, cachée derrière ses rideaux. Elle nous visite au milieu de nos rêves, ces rêves fugaces du point du jour, remplis de signes et de mystères. Elle peut avoir la laine chargée d'ail ou sentir le chlore. Le chlore, ce bouquet blanc et pur, l'haute Cologne de la mort. Ce parfum envoûtant qui s'échappe du cœur de l'angoisse. Bref éclat du nickel. Et le vide, un vide, vide. Chez mon arrière-grand-mère, la mort s'est pointée en bottes sales. L'aïeule a cassé sa pipe sans avoir su ce détail. Jusqu'au bout, elle a fait la leçon à son petit-fils, marmonnant et branlant du chef, vieille chouette aveuglée par le jour, serrant sur son cœur les bottes du petit, astiquées de près. Sa fille, la mère de mon oncle Fiodor, ma grand-mère donc, essayait encore de la raisonner alors qu'elle était déjà morte. Comme on raisonne un enfant. Allez, donne ces fichues bottes. Après, on les déposera à côté de toi, je te le promets. Maman, s'il te plaît. Maman. Je n'ai évidemment pas assisté à la scène. Elle fait partie de nos légendes familiales. Mais j'en ai vu une autre, oui, par la fissure du grenier, la fameuse. C'était il y a bien longtemps. On était petits, Olga et moi. Personne encore ne nous paraissait vieux, ni notre mère, ni notre oncle. Nous n'avions pas commencé à grandir. Nous dormions d'un sommeil sans rêve dans une terre noire et chaude, et le soleil se levait à peine au-dessus de nos têtes. Merci beaucoup pour cette lecture. Alors, c'est passé à toute allure cette rencontre, mais peut-être une toute dernière question, Dimitri. Ce livre aussi, L'Agneau des Neiges, dont j'ai lu un extrait, c'est donc le dernier à être paru avant Le Tombeau de Parsifal qui sortira dans l'année, peut-être, je ne sais pas, on ne sait pas quand. Surprise. Mais donc c'est un livre qui est écrit entièrement en français et en même temps c'est un livre très russe où il est beaucoup question de tous ces paysages, l'histoire dont je parlais, donc ça commence en 1917, ça se termine avec le siège de Leningrad.
C'est peut-être presque, j'avais envie de dire, le plus russe de tous vos romans. C'est assez étonnant. Est-ce que la langue française, d'une certaine manière, vous permet paradoxalement de revenir à la Russie? Oui, en plus, sans visa. Peut-être pas en ce moment. Peut-être pas en ce moment. J'avais envie, pour l'Agneau de neige, j'avais envie d'écrire un livre où je ne serais pas présent seulement en disant moi, où je serais présent dans le ton. Et toutes mes ancêtres sont présents parce que toutes mes ancêtres ont connu la guerre. Mon grand-père qui faisait la guerre, il m'a parlé. Et je voulais faire quelque chose purement sacrificiel. Quand une femme donne sa vie pour les enfants, et même pas pour ses propres enfants, pour les enfants qu'elle doit garder. Et c'est pour ça qu'il s'appelle l'Agneau de neige. Le fait que je l'ai écrit en français, ça m'a donné le cadre très strict. Et j'avais besoin de ce cadre pour ne pas tomber dans l'exotisme. Quand parfois les Français ou les Italiens écrivent sur la Russie ou sur l'Ouzbékistan, ils tombent dans l'exotisme. Tandis que là, je ne voulais pas tomber et je ne suis pas tombé dans l'exotisme. On va se quitter sur cette réponse. Je vous remercie infiniment tous les deux pour vos réponses. Merci à vous et merci à à la vous technique tous. pour l'accueil et à Merci vous tous beaucoup. pour votre écoute. Tu peux annoncer les dédicaces? Oui, c'est en bas. Et je vous annonce que Dimitri est disponible pour dédicacer les livres juste en bas à la librairie où tous les livres sont disponibles. Vous pouvez les acheter dès maintenant. Merci à vous. Oui, c'est vrai. Bravo. Merci infiniment. Très très belle rencontre. C'est quoi son histoire aussi?